Bonjour, je m'appelle Mamadou Koulibaly, je suis avocat au barreau du Mali et fondateur du cabinet Satis Partner. Satis Partner est un cabinet d'avocats d'affaires et de fiscalistes dédié au secteur minier, mais pas seulement, au secteur de l'énergie aussi, des infrastructures et des télécoms. Alors, Mining Indaba est un événement auquel nous participons depuis de nombreuses années. C'est un événement incontournable dans le secteur minier et c'est l'occasion de retrouver différents acteurs. Ce n'est pas toujours pour nouer de nouveaux contacts, mais c'est également pour affirmer une présence et rassurer nos clients ou nos partenaires que nous sommes toujours présents dans le secteur. Donc ça, c'est par rapport à cela, Mining Indaba est un outil formidable, est une plateforme formidable. C'est également l'occasion de garder euh, les informations, de garder l'évolution du secteur, parce que le secteur évolue différemment en fonction de l'endroit où on se trouve en Afrique. Et Mining Indaba est une plateforme extraordinaire pour cela. Alors, nous travaillons beaucoup en Afrique. Récemment, je suis intervenu dans une session de formation avec IGF au Congo, à l'attention de 5 pays d'Afrique centrale, dont le Tchad, le Burundi, le Congo, le Cameroun et le Gabon. Et l'idée, c'était de former l'administration minière, ou en tout cas l'administration de manière générale, aux techniques contractuelles en matière de conventions et de contrats miniers. Je suis intervenu aussi sur des opérations de négociation entre Toubali Resources et l'État malien. Donc, je pense que ça a un peu défrayé la chronique récemment. Nous avons également travaillé dans le dossier de Barrick Gold. Et nous sommes également intervenus sur le dossier de Zijin Mining qui a acheté Allied Gold. Ça, ce sont les actualités dont je peux me rappeler, mais nous sommes vraiment très présents dans le secteur. Nous travaillons pratiquement sur toutes les opérations qui touchent de près ou de loin le Mali. Au Sénégal, nous accompagnons également la réforme du code minier. Et en Mauritanie, nous conseillons également le gouvernement dans certaines opérations de renégociation. Alors, il y a deux choses à dire en matière de renégociation, avant que je ne parle du CPP. En tout cas, je le déclinerai en deux phases. La renégociation d'abord et le CPP après. C'est normal, en fait, dans la vie de tout contrat, d'arriver à un stade où il faut renégocier. Parce que les conditions économiques changent, les conditions d'exploitation changent, la vision change, et il est important que les partenaires comprennent qu'il faut pouvoir se retrouver à un certain moment pour renégocier. Et si vous prenez le temps de lire toutes les conventions minières qui existent, il existe bien entendu des clauses de renégociation. Maintenant, il faut voir le contexte dans lequel ces renégociations se font. Parce que la plupart du temps, elles arrivent dans un contexte politique qui peut être un peu plus compliqué qu'un autre, et ça peut faire couler beaucoup d'encre. Mais la renégociation dans la vie d'un contrat, c'est une étape je dirais pas qu'elle est obligatoire, mais elle peut être nécessaire parfois. Maintenant, quand on parle du CPP, le CPP, contrat de partage de production, c'est un contrat qui, à la base, a fait ses preuves dans le secteur des hydrocarbures. Et maintenant, de nombreux États ont commencé à vouloir l'appliquer dans le secteur minier. L'objectif, c'est que l'État veut, et ça, c'est par exemple une grosse tendance qu'on est en train de voir en Afrique de l'Ouest, ou en tout cas en Afrique de manière générale, c'est que on parle de souverainisme sur le secteur minier, de souverainisme sur les ressources. Donc, c'est un outil qui permettrait aux États d'avoir une plus grande implication dans la gestion de leurs ressources minérales. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est attendue de ces CPP, c'est également de capter une plus grosse rente minière. Donc, à tort ou à raison, plusieurs États pensent que le contrat de partage de production est un outil formidable qui doit être appliqué au secteur minier. Et là aussi, on peut parler de renégociation, mais moi, j'irai plus loin. Je pense qu'avant d'aller à la renégociation et avant de demander à tous ces opérateurs de faire un transfert vers un contrat de partage de production, il faut que tous ces États-là aient une politique minière claire, une vision minière claire, parce que c'est un changement différent du régime concessif. C'est une fiscalité différente et cela nécessite vraiment d'avoir une préparation parce qu'on change vraiment tout. L'État va commencer à s'impliquer de manière beaucoup plus directe
dans le fonctionnement, dans les opérations du, du, euh, de l'investisseur. Alors que dans le régime concessif, par exemple, dans certaines juridictions, l'État est actionnaire, mais il ne contrôle que l'action au niveau de la gouvernance, mais il n'est pas impliqué dans le fonctionnement même de la société. Alors que dans un CPP, on peut créer des comités de suivi, des comités de gestion, des comités de finances, des comités de dépenses. Donc, on est vraiment impliqué dans l'exploitation minière. Et ça, c'est un outil formidable qui, lorsqu'il est bien maîtrisé, peut vraiment aider l'État à capter beaucoup plus de ressources. Alors, pas que je suis plus pour le CPP ou pas, mais effectivement, c'est un outil formidable. J'ai par exemple participé à la rédaction du CPP pour le Sénégal. Donc, c'est moi qui ai rédigé le draft. Donc, vous devez savoir que depuis 2016, le Code minier du Sénégal prévoit une disposition où il peut faire recourir à un contrat de partage de production, mais il n'y avait pas de modèle en tout cas. Alors, je ne suis pas non plus un grand chantre des modèles, parce que je pense que toute exploitation doit avoir son modèle en fait de contrat, parce que les minerais ne sont pas les mêmes, les conditions d'exploitation ne sont pas les mêmes. Donc, il faut avoir néanmoins, on va dire, un canevas qui va permettre de cadrer les négociations, mais c'est à l'administration également de faire ses devoirs et de comprendre le projet pour savoir comment mieux retirer la rente minière. Parce qu'on est toujours dans un équilibre dans les contrats. C'est pour ça que je vous dis que je sais pas que je suis un grand fan des contrats de partage de production, mais l'objectif à la fin, c'est la captation de la rente minière. C'est comment on fait pour capter la rente minière. Donc maintenant, c'est à l'État de voir est-ce que le meilleur outil dans tel ou tel contexte, c'est le partage de production ou bien c'est la concession. C'est plutôt cette balance-là qu'il faut avoir, savoir trouver et ce réflexe qu'il faut avoir. Ça, c'est plutôt ma conception. Alors, je dirais que ce n'est pas trop tôt. Parce que vous allez voir que dans la plupart de nos constitutions, soit on dit que les ressources minérales appartiennent au peuple, soit les ressources minérales appartiennent à l'État. Et si on prend tout simplement nos constitutions en Afrique de l'Ouest, elles ont plus de 60 ans aujourd'hui. Donc, si on veut, c'était une vision, c'est quelque chose qui avait déjà été posé il y a plus de 50 ans, mais qui avait eu du mal à se mettre en œuvre. Donc, c'est déjà bien que l'on veuille s'affirmer un peu plus et que l'on ait une meilleure appréhension de nos ressources minérales. Mais également, je pense que plus de 40 ans, 30 à 40 ans après le début de ces exploitations minières dans nos pays, on a compris que la simple exploitation n'avait pas beaucoup de retombées pour le pays. En tout cas, les retombées de ces exploitations-là étaient limitées. Donc, il faut savoir créer maintenant toute une chaîne de valeur autour de ces ressources minérales, au lieu de juste les extraire et de les envoyer pour qu'elles soient euh, raffinées, par exemple, en Afrique du Sud, à Dubaï ou ailleurs. C'est de pouvoir créer des chaînes de valeur localement. On passe aussi par le local content. En fait, tout ça, ce sont plein d'éléments qui servent à asseoir la souveraineté de l'État. Donc, on impose un local content, un contenu local aux sociétés minières parce qu'on veut créer, on veut faciliter une sorte de transfert de savoir-faire. Donc, on veut que les salariés n'aient plus besoin d'avoir un expatrié pour les former. On veut également au niveau des entreprises locales créer des champions locaux, des gens qui ne vont plus avoir besoin de travailler avec des sociétés multinationales parce qu'elles auront compris comment fonctionne la chaîne de valeur, quelles sont les attentes ou quelles sont les exigences du secteur minier. Ça, ce sont des éléments de souveraineté parce que on crée des champions locaux qui, eux aussi, vont pouvoir perpétuer la chose. Euh, L'utilisation de nouveaux types de contrats, on parlait du CPP, ou en tout cas l'utilisation ou l'exacerbation de la gouvernance, de l'implication de l'État dans la gestion du secteur. On voit dans certains pays comme au Mali, par exemple, que le, la participation de l'État a augmenté. Mais quand vous lisez le code minier malien, vous allez voir que l'État veut être au centre de l'activité de la société. Donc, toute décision, toute action qui doit être faite ou entreprise par la société minière doit être transmise à l'État. Elle doit en être informée. Et si elle a des objections, elle va le faire.
Et ça se traduit, cette augmentation du souverainisme également se traduit par le fait qu'il y a eu une montée en compétences. Il y a 30 ans, effectivement, on n'avait pas forcément de nombreux ingénieurs miniers, on n'avait pas forcément de nombreux ingénieurs économiques, ou en tout cas des gens qui s'intéressaient. Des avocats miniers, par exemple, voilà, qui s'intéressaient au secteur, en tout cas de manière locale, et c'est en train d'arriver. Il y a eu cette émergence-là. Et vous verrez que de nombreux États se font accompagner aujourd'hui par des anciens salariés de ces sociétés minières-là. Donc, il y a eu déjà cette transmission de savoir-faire. Maintenant, c'est à l'État d'en profiter. Donc, pour moi, c'est bénéfique, c'est normal que l'on soit passé d'un balbutiement il y a 30-40 ans dans le secteur minier où les États ne maîtrisaient pas vraiment leurs ressources, ne savaient pas comment il fallait exploiter. On faisait appel donc à de grosses sociétés. Et au fur et à mesure, donc on leur déroulait le tapis rouge pour qu'ils viennent. Et au fur et à mesure, on a commencé maintenant à essayer de rééquilibrer les choses. On maîtrise mieux notre environnement, on maîtrise mieux notre sous-sol, on comprend mieux les implications, on comprend le marché et on s'implique plus. Donc la prochaine étape, je ne dis pas que c'est quelque chose qui va être imminent, c'est que l'État même commence à être un opérateur minier. Ça passe par exemple par le contrat de partage de production. Mais si vous prenez l'exemple de l'Arabie Saoudite, il y a 30-40 ans, c'était pareil. C'était des grosses boîtes qui venaient exploiter le pétrole. Aujourd'hui, c'est l'État qui est propriétaire de toutes ces ressources et passe des contrats de service. Voilà, donc ça va sûrement être la prochaine étape parce que normalement, aucun État n'a vraiment vocation à exploiter lui-même ses ressources parce que c'est vraiment budgétivore. Nos États ont également d'autres problématiques hein, d'éducation, de santé, etc., de développement. Donc, c'est de pouvoir trouver le bon équilibre, de trouver les bons partenaires pour développer le secteur. Ok, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, en fait, c'est quelque chose qu'on est vraiment en train d'observer, une tendance à l'augmentation, au souverainisme sur les ressources minières, une volonté des États de mieux appréhender, de mieux comprendre l'activité de chaque société. Je ne vais pas forcément rentrer dans trop de détails techniques. Maintenant, vous voyez même l'évolution de certaines dispositions fiscales sur le contrôle des prix de transfert. Vous verrez que le contrôle des administrations fiscales est beaucoup plus exacerbé au niveau des sociétés minières. Le suivi du cours, vous avez maintenant des unités ou des personnes qui sont capables de suivre toutes les annonces qui sont faites au niveau de la bourse, partout, un peu partout dans le monde. Donc du coup, c'est vraiment la grosse tendance que l'on observe. Une plus grande implication dans la gouvernance du secteur minier et une volonté de captation également, de captation d'une plus grande rente. Là, en ce moment, vous avez le cours de l'or qui est très élevé et fort heureusement, depuis 4-5 ans, de nombreux pays ont commencé à introduire des redevances progressives. Avant, les redevances étaient proportionnelles, donc l'État ne gagnait pas forcément beaucoup d'argent. L'État va toujours gagner de l'argent parce que le cours est haut. Mais à partir du moment où on met une redevance progressive, c'est une redevance qui va augmenter aussi crescendo. Donc ça, ce sont des éléments qu'on a commencé à avoir. Donc vraiment, les deux choses à retenir, en tout cas dans la tendance que l'on a maintenant, c'est souverainisme sur les ressources naturelles, augmentation de la captation, ou en tout cas de la part dans la rente minière. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on observe un peu partout. Alors, ce qui est également intéressant en Afrique de l'Ouest qu'il faut relever, vous savez, on a des pays qui se font une sorte de compétition. Donc, désolé, je parle beaucoup de l'or, mais c'est la substance minérale qui est la plus facile à expliquer. Vous avez ce qu'on appelle le filon du Birimian qui traverse plusieurs pays. Et vous avez également tous ces pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont en commun un code minier qui est le code minier de l'UEMOA. Mais vous avez chaque pays également qui prend son code. Parce que le code minier de l'UEMOA donne quand même quelques latitudes aux pays. On leur donne par exemple des fourchettes d'application de taux, etc. Et vous allez avoir cette compétition-là entre pays par rapport à la possibilité, ou en tout cas à la faculté d'attirer les investisseurs. Parce que la stabilité juridique, la stabilité politique, c'est quelque chose de très important. À partir du moment où vous savez que votre sous-sol est riche, à partir du moment où l'opérateur sait qu'il y a un minerai, c'est vrai qu'il vient pour le minerai. Mais ce qui l'intéresse le plus,
après qu'il ait identifié qu'il y a un minerai, c'est de savoir si il y a une stabilité derrière. Si tous les 2 ans ou tous les 3 ans, on ne va pas changer son contrat. On parlait de renégociation tout à l'heure, je disais que c'était normal, mais la renégociation doit se faire dans un cadre où on garde un équilibre contractuel. L'équilibre contractuel, c'est que toutes les parties gagnent mutuellement. Voilà, ça, ce sont des choses qui jouent en ce moment. Et dans la compétition entre pays en Afrique de l'Ouest, c'est quelque chose qui est regardé de manière, qui est scruté de manière vraiment particulière par les investisseurs. Je vous remercie, je remercie Or Noir. Je suis vraiment fier de voir ce que Or Noir est devenu. Et je ne peux que vous souhaiter bon vent. Et pour l'instant, nous, en tout cas, on essaye d'assister les États et les partenaires du mieux que l'on peut. L'idée est vraiment, même si ce n'est pas toujours perçu de la sorte, c'est que le secteur des mines puisse profiter au maximum.